Tiens, j'arrive. Il est au feu rouge, mais il ne va pas dire lequel. Tiens, formidable. Voilà. Et au feu rouge. Bien, Sophie. Ah non, attends, hier, je ne sais pas, le musée a venu pour... Ah oui, oui. Derrière chez moi aussi. Donc ça Attends, derrière chez toi. dans mon jardin. Oui. Mais derrière chez moi, donc ça joue à la maison de sa maman. Et il y a l'ancien. J'ai reçu des invitations pour plusieurs jeux là. L'école Napoléon. Ah ben voilà, ferme de grange, la plupart des soldats ont bivouaqué à la Belle Étoile, par terre, dans la boue. Et voilà. Et c'est une des raisons d'ailleurs, le temps, pour laquelle la bataille n'a commencé qu'à 11h30, c'est-à-dire très tard. Napoléon espérait qu'elle débute à 9h du matin. Quand on donne une heure pour 1815, c'est quand le soleil est au sud, à midi pile. Il n'y a pas d'heure légale, d'heure d'été en 1815. Chaque village a son heure d'ailleurs. Il fait plutôt à Liège qu'à Bruxelles, et à Tournai, le soleil se lève encore quelques minutes plus tard. Chaque village a son heure. L'heure n'a été unifiée qu'avec avec le chemin de fer. Ça s'est imposé quand il a fallu qu'il y ait les mêmes horaires pour... Alors, et ben voilà, ici c'est la salle d'accueil. Remarquez, c'est la cuirasse. La plupart, pas tous, pas la cavalerie légère, mais la plupart des cavaliers avaient une cuirasse. Bon, celui-là, il n'a pas eu de chance. Hein. Non, vraiment. Probablement une blessure mortelle. En fait, il a été touché par un biscayen. Biscayen, vous imaginez, c'est une espèce de boîte à mitraille qui explose et qui envoie des projectiles en fer dans toutes les directions. Sur le Genève. Oui. C'est comme les bombes à clous avec les bombes à clous à déflagration, c'est ça. Comment? C'est pas des bombes à déflagration maintenant qu'on emploie. Oui, oui. Bon, c'était plus simple en 1800. Oui, d'accord, mais enfin. Le principe. Et en fait, voilà, vous voyez, vous pouvez le prendre en main. Hein. C'est ça qu'il a reçu. C'est bon. Un petit boulet. C'est un petit boulet. Un petit à gauche blindé. On sait, hein. Il pèse environ 5 kilos. Je dois d'abord vous dire que le musée Wellington vous présente ses excuses, mais le musée est en pleine rénovation. Il est pour le moment en transformation. Il a servi dans 4 pays. Il a servi pour 4 armées, mais dans la parfaite légalité. Il a commencé comme sous-lieutenant dans l'armée autrichienne. Puis, à partir de 1795, il était capitaine dans l'armée française. Alors, en 1815, il était colonel dans l'armée hollandaise, et en 1830, il était général dans l'armée belge. Il a, en toute honnêteté et légalité, servi dans 4 armées différentes, 35 km par jour. Tous les chemins étaient en terre. Hein. En 1815, coup à la fois, et une fois que le soldat avait tiré, minutes. En général, alors, le combat continuait à la baïonnette. Un sachet en papier dans lequel il y avait de la poudre et la balle, déchirait le papier avec ses dents. Alors, il versait la moitié de la poudre là, au milieu,
Et puis, il introduisait la balle dans le canon, le restant de la poudre. Alors il sortait sa baguette. Bien, attention. Attention. Pour bourrer. Voilà. Tout à fait l'ennemi sur le dos. Mais en fait, voilà, hein, il apprenait ça à l'instruction. Quand le soldat avait tiré, ben, il passait l'arme à gauche. Il était très vulnérable. Il n'avait plus que sa baïonnette pour continuer le combat. En 100 mètres, eh ben, toute une compagnie ensemble, 150 hommes, au commandement de leur capitaine, ils se levaient et ils tiraient tous ensemble. Hein. Ce n'était pas une arme tellement précise, mais quand il y avait 150 qui tiraient dans le tas, ça faisait quand même beaucoup de dégâts. Le 18 juin 1815, Napoléon a dû abdiquer une première fois en avril 1814. Il a été exilé sur l'île d'Elbe. Hein, là, il n'était pas très isolé, il recevait des nouvelles, des visiteurs. Hein, plus tard, à Sainte-Hélène, il sera complètement isolé. Et Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe. Hein, le 26 février 1815, il débarque à Golfe-Juan le 1er mars. François Ier, alors la Grande-Bretagne, bien sûr, le ministre des Affaires étrangères de l'empereur d'Autriche était Metternich, le roi Guillaume III de Prusse, les grandes puissances, hormis la France, c'était la Grande-Bretagne, c'était l'Autriche, la Prusse et la Russie. Et la France était représentée par Talleyrand. Hein. Talleyrand, il a été ministre des Affaires étrangères de Napoléon, et puis il a retourné sa veste, hein. Il a été assez habile que pour se faire nommer encore ministre des Affaires étrangères par Louis XVIII. Talleyrand, Napoléon, excédé, lui avait dit un jour, en pleine face, Talleyrand, vous êtes un tas de merde dans un bas de soie. Sur le continent français, arrive à Vienne le 7 mars. Donc Napoléon débarque le 1er mars à Golfe-Juan. Le 7 mars, l'information, la nouvelle arrive à Vienne. Alors aussitôt, toute l'Europe se coalise contre Napoléon. Et il faut donc bien savoir qu'en 1815, Napoléon est tout seul et qu'il a toute l'Europe coalisée contre lui. Et dès le mois de mars 1815, il est décidé au congrès de Vienne que, regardez la carte, le reste on va le voir sur les cartes à l'extérieur. Il y a aussi des canons de 8 livres, de 12 livres. Ça pèse une tonne, c'est normalement tiré par 4 chevaux. Des abris dans des fermes, dans des granges, dans des étables, ils étaient dispersés. La bataille n'a su commencer qu'à 11h30. L'Europe telle que décidée par le congrès de Vienne en 1815, connaissez celui-là, le grand-duché de Saxe-Coburg de Paris, un des 36. Ben, il y a la Bavière, le Württemberg, le Bade. Alors il y a le royaume de Hanovre, en vert clair. Il faut savoir que le roi de Hanovre est aussi, depuis le XVIIIe siècle, le roi d'Angleterre, le roi de Grande-Bretagne. Oui, donc en 1815, le roi Georges III de Grande-Bretagne est aussi roi du royaume de Hanovre. Et c'est ce qui fait qu'il y avait des Hanovriens dans l'armée britannique. Dans l'armée de Wellington, il commandait une armée qui comprenait des Britanniques, mais aussi des Hollandais avec des Belges. Les Belges, il y en avait des deux côtés. On estime qu'il y avait environ 5000 soldats belges qui étaient restés dans l'armée de Napoléon et 5000 autres qui avaient rejoint
la jeune armée des Pays-Bas, qui était encore une armée en formation. Elle était commandée par le prince d'Orange, 1940. La bataille de Waterloo, il avait 22 ans. Aucune expérience, le protocole exigeait qu'il soit directement en dessous de Wellington, général de corps d'armée, commandant un corps d'armée, et il avait un excellent chef d'état-major, le général de François Robert. Alors, à partir de la bataille de Trafalgar, le grand vainqueur est l'amiral Nelson, qui a trouvé la mort à Trafalgar, les Français n'ont plus de flotte du tout. Alors Napoléon n'a jamais su envahir l'Angleterre. Il a levé le camp de Bourgogne, il est parti vers l'Europe centrale, grande victoire, Austerlitz, Vienna. On peut dire que en 1806-1807, Napoléon était le maître de tout le continent européen. Mais l'Angleterre était la maîtresse du monde sur les océans et sur les mers. En 1812, Napoléon part pour la Russie. Ça a été la plus mauvaise idée qu'il n'ait jamais eue. Il est parti avec 500 000 hommes. Mais 1812, la France comptait encore 130 000 départements. Il y avait des Belges, des Hollandais, des Italiens. Oui, Rome était un département français. Hambourg était un département français. Donc, Napoléon part en Russie avec 500 000 hommes. Pendant l'hiver 1812-1813, il sera de retour avec 50 000 hommes. Il aura perdu 450 000 hommes dans la campagne de Russie. Et le déclin de Napoléon commence là. C'est là que Napoléon a été vraiment... ça a été le début de la fin. C'est pas Waterloo, voilà. Alors, en fait, il y a eu très peu de combats. L'hiver arrivait, on était en automne, les Russes reculaient, ils restaient bien au vue des Français pour les attirer fort à l'intérieur. Puis les Français sont arrivés jusqu'à Moscou. Mais ils pratiquaient la politique de la terre brûlée. Ah oui, plus rien à manger, les Français ne trouvaient plus de courage pour leurs chevaux. 450 000 hommes, il faut comprendre, la plupart sont morts de faim, de froid, de maladie comme le typhus, qui était après la terrible, et il y a eu beaucoup de déserteurs. Eh bien, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est une bête qui vole et on peut voler. Il devait être petit, ben non. Ah non, tu parles du flamand? Ah non, Waterloo, non. Donc, ceci, c'est la chambre qu'occupait le duc de Wellington. Il a passé ici la nuit avant la bataille, du 17 au 18 juin, et la nuit après la bataille. Il est revenu ici, donc, et il a passé ici la nuit du 18 au 19 juin, Waterloo Dispatch, la dépêche de Waterloo, qu'il a envoyé à Londres, à son gouvernement, et à son Premier ministre. Et en fait, les Anglais ont reçu, la dépêche est arrivée à Londres au soir du 21 juin. Elle a été publiée dans le journal The Times du 22 juin, du jeudi 22 juin 1815. Et donc le 22 juin, tous les Anglais ont appris que Wellington avait battu Napoléon. Et comme Wellington avait daté et signé sa lettre Waterloo le 18 juin 1815, ben les Anglais ont tout de suite, ce nom leur convenait très bien, et ils ont tout de suite appelé cette bataille, cette victoire, la bataille de Waterloo. En fait, le nom
La bataille de Waterloo ne s'est imposée au monde qu'au XXe siècle, pendant tout le XIXe siècle. Pour les Prussiens, c'était la bataille de la Belle Alliance. Et pour les Français, c'était la bataille de Mont-Saint-Jean. Bon, il avait prêté énormément d'argent à la Grande-Bretagne. Et en fait, les observateurs de Rothschild, ils avaient leurs propres moyens de communication beaucoup plus rapides. Eux, ils utilisaient des pigeons voyageurs. Et le pigeon est arrivé dans son pigeonnier à la banque Rothschild 24 heures plus tôt. Et alors, le 21 juin, c'était encore un jour, c'était un mercredi, un jour ouvrable, hein, Rothschild a dit à ses agents, allez à la bourse, vendez quelques actions, mais non, les autres à la bourse de Londres ont du Rothschild devant. Moi, je n'ai pas confiance, je vais vendre aussi. Et en fait, le cours des actions avait chuté très fort, et le soir, à la fermeture de la bourse de Londres le 21 juin, Rothschild a tout racheté, à très bas prix. Et le lendemain, oui, maintenant aujourd'hui on appellerait ça délit d'initié. Ah oui, ça c'est certain. Et le lendemain, mon Dieu, la bourse de Londres, oh, la Grande-Bretagne, Napoléon est définitivement battu. Ils étaient sur la mauvaise pente, du mauvais côté de la pente, il faisait mauvais, etc. Est-ce qu'il n'aurait pas pu attendre quelques jours? Napoléon a sous-estimé Wellington, et lui, il s'est surestimé, il avait beaucoup trop confiance en lui. C'est une question d'ego. Mais il n'avait presque plus de généraux, hein, c'est aussi Mais écoutez, la plupart des généraux étaient mal à l'aise. Un service, c'était pas 12 assiettes, c'était 6 fois 12 assiettes. Ça, c'est un cadeau du roi de Prusse, je crois. Oui. Porcelaine de Berlin. Ça, c'est un cadeau du roi de Saxe en porcelaine de Meissen, un cadeau du roi Guillaume Ier des Pays-Bas en porcelaine de Bruxelles. Et tous des différents mouvements. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux identiques. Du tout le même. Non, 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 non. Vraiment. Vraiment bien foutu. Aux 4 bras. Et bon, c'est lui qui a sauvé. Le prince d'Orange a été blessé à la bataille de Prix, c'est le fusil. L'arme de la cavalerie, hein, du cavalier, c'est le sabre. Hein. Le sabre est courbe. L'épée est droite. Elle a été érigée à l'endroit même où son fils, le prince d'Orange, a été blessé. Et la butte du lion, qu'on va escalader peut-être avec les volontaires, eh bien, c'est le monument hollandais. On était encore sous le régime hollandais. Waterloo, ça a été le premier grand fait d'armes, une grande victoire de ce jeune royaume. Alors, Guillaume Ier avait voulu un très très grand monument, mais c'était hollandais, il ne fallait quand même pas qu'il coûte trop cher. Un grand stratège, mais un grand meneur d'hommes. Il avait 73 ans donc à la bataille de Waterloo, et ces hommes le surnommaient le général Vorwärts. Il disait toujours en avant, allez, en avant, on fonce, on attaque. Il était adoré de ces hommes, mais lui aussi, pour ce qui en est vraiment de la tactique, là, heureusement, il avait un excellent chef d'état-major, Gneisenau, qui était son stratège. Lui, c'était un meneur d'hommes. Et il a séjourné en Belgique, à Bruxelles, où il a appris le français.
à l'âge de 16 ans, 17 ans. Puis il a été élève à l'école de cavalerie à Angers, en France. Wellington parlait parfaitement le français. Blücher pas. Il connaissait juste 2 mots de français, et alors il avait dit à Wellington: Ach, meine liebe Kamerad, quelle affaire! Et donc là, il est décidé que comme les Prussiens n'ont commencé le combat qu'à partir de 4h30 de l'après-midi, ils étaient moins fatigués, c'est eux qui feraient la poursuite des Français en direction de Genappe et de Charleroi. Waterloo a commencé à 11h30 par une attaque de la porte sud du château ferme de Hougoumont. Je vous montrerai ça aussi sur une carte, mais ça c'est une représentation très courante. C'est le début de la bataille de Waterloo devant la porte sud d'Hougoumont. Ça ne devait être qu'une attaque de diversion. En fait, Hougoumont se trouve à l'extrémité de l'aile droite de Wellington, à l'extrémité de l'aile gauche des Français, et Napoléon espérait que par cette attaque, Wellington affaiblirait son centre, enverrait des renforts à Hougoumont. Ça n'a pas pris. Wellington n'est jamais tombé dans le panneau. L'attaque à Hougoumont était commandée par Jérôme Bonaparte. Jérôme Bonaparte était le plus jeune frère, c'était le petit frère de Napoléon. Il avait été roi de Westphalie. Il avait placé son frère Louis sur le trône de Hollande, son frère Joseph sur le trône d'Espagne, son beau-frère Murat, l'époux de sa sœur Caroline, sur le royaume de Naples. Et après la campagne de Russie, tout ça, ça s'est effondré. Napoléon a perdu toutes ses alliances, parce qu'il avait des alliés, hein. Il a même espéré, en épousant Marie-Louise, de faire de l'Autriche un allié. Mais bon, ça n'a pas marché non plus. Mais voilà, donc après la bataille de Waterloo, Napoléon, il est de retour à Paris le 22 juin. Il ne sait pas reprendre en main la situation. Il est destitué par le Sénat et la Chambre des représentants. Il est obligé d'abdiquer une 2e fois. Et en fait, l'intention de Napoléon, c'était de partir en Amérique, de refaire sa vie en Amérique. Et bon, à cette fin, il reçoit un passeport de Fouché, ministre de la Police, ministre de l'Intérieur, quoi, pour pouvoir émigrer aux États-Unis d'Amérique. Et il se rend dans l'ouest de la France pour trouver un bateau, La Rochelle, et il embarque sur une petite ville à 10 km au sud de Charleroi. Il faut franchir une petite rivière, la Dyle, par un pont très très étroit. Il y a vraiment un embouteillage devant ce pont pour le traverser. Et la voiture de Napoléon, sa berline, est capturée par les Prussiens. Mais un officier français tend un cheval à Napoléon. Napoléon peut sauter sur ce cheval et s'enfuir. Il arrivera donc à Charleroi, puis à Philippeville, puis à Laon, puis à Paris. Dans la voiture de Napoléon, les Prussiens ont trouvé son chapeau, son sabre, son manteau, avec dans la doublure pour des millions en or et en pièces d'or et en diamants. Et donc 500 habitants, hein, parce que... Donc il y avait beaucoup de camionneurs. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'auberges le long de cette chaussée à Waterloo. Alors il y avait aussi tout un trafic de voyageurs,
pour aller de Bruxelles à Namur, et ensuite vers Luxembourg, Trèves, Munich, Vienne. On passait par ici, jusqu'aux 4 bras. Alors ceci c'est la chambre, et ça c'est le lit de Sir Alexander Gordon, où il est mort, un colonel d'une noble famille écossaise, qui avait 28 ans. Il était aide de camp de Napoléon, non, de Wellington. Wellington l'aimait beaucoup d'ailleurs, hein. Et il est mort. En fait, il a été mortellement... Oh, bah voilà. Wellington est en Belgique depuis le 2 avril, quand il est revenu de Vienne, où il assistait au congrès. Et le 15 juin, la plupart des officiers supérieurs britanniques et le duc de Wellington lui-même étaient invités au grand bal que donnait à Bruxelles le duc et la duchesse de Richmond. Alors les officiers britanniques étaient invités, le prince d'Orange était invité, c'était le grand événement mondain. 15 juin. Wellington avait déjà été informé que Napoléon, avec 128 000 hommes, 124 000 hommes, avait pénétré en Belgique et était à Charleroi. En fait non, à ce moment-là, Wellington, il savait que les Français se dirigeaient vers le nord, vers la frontière, mais il hésitait encore. Il se demandait si l'armée française et Napoléon allaient arriver de Mons, par la chaussée de Mons à Bruxelles, ou de Charleroi. Et il avait dit à tous ses officiers, écoutez, il faut y aller, je sais bien qu'on est en pleine préparation d'une bataille importante, mais il faut y aller au bal de la duchesse de Richmond pour que les Bruxellois ne paniquent pas. Si on n'y va pas, ça les inquiéterait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir une bataille? Est-ce que la guerre va recommencer? Donc ils sont présents au bal de la duchesse de Richmond, quand, à la fin du dîner, vers minuit, arrive un cavalier envoyé par de Constant Rebec avec un message pour le prince d'Orange, donc son supérieur. Alors le prince d'Orange montre ce message à Wellington. Alors Wellington ordonne très discrètement à ses officiers, il faut qu'ils pillent le bal, rejoignez votre unité et qu'ils soient prêts à marcher, à se mettre en route dès qu'il fait clair, dès qu'il est 4 heures du matin. Il faut qu'ils pillent le bal. Il faut qu'ils pillent le bal. En smoking? Oui, en uniforme de gala de l'époque. Mais faites-le en toute discrétion, que vraiment personne ne le remarque. Il ne faut pas inquiéter la population. Et c'est là que vient l'expression filer à l'anglaise. Et passer la main gauche. Les cavaliers, c'est le sabre. Vous ne connaissez pas ça? Oui, un verre de cognac. On amputait à vif. Hein, on l'amputait de serrer les dents. On lui donnait souvent un bâton en bois. Dire ainsi un métaux. Donc brûler, et puis recoudre les chairs. C'est la vie en 1815. Mais voilà, on va redescendre. On va attendre parce qu'il y a un monsieur aux toilettes. N'ont jamais laissé les Français rentrer dans Ougoumou.
sauf une fois, lors de la deuxième attaque, une trentaine de Français ont pu y rentrer à l'intérieur. C'était des sapeurs, de nos jours on dirait le génie, hein. Ils avaient des haches, ils ont cassé. Mais vous entendez la trompette, très important. À côté de chaque commandant, il y a toujours un musicien, une trompette au moins, et par les musiciens, ça veut dire retraite. On a réquisitionné les paysans des environs pour creuser, pour faire des fosses communes. Mais d'abord, est-ce que c'est Napoléon est là. Les Indiens ne sont pas encore arrivés. Ils arrivent de Wavre, ils se sont mis en route de Wavre vers Waterloo à partir de 4 heures du matin et ils se déplacent. Ils viennent de Wavre, ils doivent être du côté de Ipich vers l'Anse-de-Droit. Et en fait, les premiers policiers arriveront à partir de l'armée française de Napoléon. Eh bien, toute l'aile vient dans le village de l'Anse-de-Droit. Mais c'est beau prendre là-bas. Emmené par le maréchal Ney. Alors Ney, voilà, on le voit là. C'est dans le bouquin. Alors, c'est des goûts, c'est des goûts. la cavalerie ou l'infanterie, eh bien, c'est qu'un des moyens de un bataillon. Alors à Hougoumont, là, c'est un assaillant français. Alors les Français ont réussi à... vers midi et demi. Sur cette ferme, où ils sont détenus?
Mais qu'un bon champion. Moi j'allais pour avoir une T'as vu lui? Un bon chauffeur. La boîte. Uniquement en photo, je veux dire. Oh ça y est, Willy nous éblouit. Je peux pas le regarder dans les yeux. Non, non, ben... Parfois il y avait d'autres qui ont... écossais. Couloir qui va au bar. J'aurais fait quelque chose que l'hiver, Originaire d'où? Yvette. Ah oui, contrôleur de Jeannot du Valais, contribution. on donne le programme et on fait Moi j'avais compris. Ah non, à cet âge-là, on ne change plus. Non. Il y a 2 lignes. Ça, je suis quand on avait 20 ans. Ah ouais. Ça, je suis rentré en 2 lignes. Pas On est tous là pour faire le plus de l'avant. Et après, comme ça, chacun fait quelques politiciens. Mais bon, super. C'est super. J'ai comme ça, donc par contre, moi. Je n'ai pas jamais eu. J'ai confiance en mon père. Il viendra avec toi. On a demandé à... Il faut tout réécouter. Il faut écouter à la place. Je sais pas. Non, moi non plus. Ça finirait de bon.
Ouais, ouais. Regardez, oui, donc il est là-haut. Ceux qu'on connaît, qui sont près de nous, ici en montagne. L'évêque, elle est là. Moi qu'on était là, hein. Ouais. Ah ouais, ben j'ai oublié de rendre l'appareil. Jean-Paul, le papa de Jean-Paul. De parking. C'est ça qui va. C'est méchant, hein. Ah, comme ça on n'est pas aimant. Le livre caresse. Je vais le lire. Mais moi, je Non, c'est vrai. dirais à mes enfants, je dirais à mes enfants que tu n'étais pas là pour me soutenir, qu'il me fallait. Mon fils, il va pour te respecter. Vous avez mis 45 minutes. Regardez du poulet. Michel, un niveau pas, il porte les pieds. Il est ici. Juin 1815 est l'une de ces journées. Ici, dans cette ferme, ce sont des relais qu'il est parvenu à les repousser. Le lendemain, l'armée de Wellington se retire au sud de Bruxelles, tandis que les troupes de Blücher se replient vers le nord, à Rouen. Sur le champ de bataille de Waterloo. La stratégie de Napoléon. Dans la nuit du 17 au 18 juin, Wellington envoie les troupes occuper et fortifier les avant-postes de Hougoumont, de la Haie-Sainte et de Babelotte. Situé sur le flanc ouest des Alliés, Hougoumont se trouve à mi-chemin entre les deux armées. Deux questions préoccupent Wellington. Napoléon le contournera-t-il par l'ouest d'Hougoumont? Les Alliés bombardent le Boisé. Les Français sont de plus en plus nombreux à en sortir et de plus en plus nombreux à perdre. Il y a des actes de bravoure qui transforment des hommes en héros. La fermeture des portes de Hougoumont a marqué un tournant dans la bataille de Waterloo. Duc de Wellington. Sur le verger pour attaquer les gardes du 1er régiment, une fois de plus en infériorité numérique.
Mais perché sur les plateformes de fortune, bâties le long de l'enceinte du jardin, les Coldstreamers ouvrent le feu sur les Français et les forcent à battre en retraite. Napoléon perd patience. Les multiples assauts lancés par ses troupes échouent les uns après les autres. Hougoumont reste aux mains de Wellington. Les Français déploient des obusiers et tentent de déloger l'ennemi en bombardant la ferme. Ne résonne plus dans l'air que les hurlements d'hommes blessés pris au piège par le feu et les toits qui s'effondrent. Malgré les flammes et les attaques, les soldats alliés n'abandonnent ni leur poste ni le combat. Pas un seul soldat français ne pénètre dans l'enceinte de la ferme. C'est ne cesse de tomber. C'est une scène d'horreur qui se déroule. Hougoumont brûle, mais Hougoumont tient bon. Une fois de plus, et ce sera la dernière, l'assaut est donné sur Hougoumont. Une fois de plus, le feu des occupants repousse l'infanterie française. L'ultime tentative de Napoléon, une attaque massive de sa garde impériale, a échoué. Wellington n'a pas cédé. À Hougoumont, les soldats alliés, épuisés mais victorieux, regardent sans trop y croire l'armée française s'arrêter, faire demi-tour et s'enfuir dans la direction opposée. J'ai le cœur brisé par les terribles pertes que j'ai subies parmi mes vieux amis, mes compagnons, mes pauvres soldats. Croyez-moi, rien, à part une bataille perdue, n'est plus triste qu'une bataille gagnée. Duc de Wellington, appelant seul la femme. Avis nécrologique du duc de Wellington, The Times, septembre 1852. Il y a un devoir de mémoire à l'égard de ceux qui ont fait l'histoire. Dans la chapelle, comment paraît, en 2014, vous avez trouvé une façon beaucoup moins bruyante, plus puissante. Question, on va voir où on a pris sur le... Ouais, mais... Il ne reste qu'après. Cet asphalte, à mon avis, les voitures s'amènent. Ah bah ouais, c'est des avions. Ah non, j'ai plus rien avec vous.